Il y a des victoires qui, en y regardant de plus près, ressemblent étrangement à des défaites. C'est un peu ce qui s'est passé avec Clotaire II. Aujourd'hui, on explore l'histoire de ce roi qui a réussi l'exploit de réunifier un royaume, mais qui, en faisant ça, a semé les graines de la chute de sa propre dynastie. Voilà, c'est tout le paradoxe qui est au cœur du règne de Clotaire II. Comment est-ce possible de tout gagner pour au final tout perdre? Pour bien comprendre ça, il faut d'abord qu'on se replonge dans le monde dans lequel il est né. Pour saisir le personnage de Clotaire, il faut s'imaginer un peu le contexte. Il a grandi dans un royaume des Francs complètement déchiré, plongé dans une guerre civile interminable. Et pas une petite guerre, non, une guerre de près d'un demi-siècle. Ce conflit porte un nom, la Fède royale. En gros, il faut voir ça comme un engrenage infernal. Pendant des décennies, ça n'a été qu'un cycle sans fin d'assassinats, de trahisons et de vengeance au sein même de la famille royale. Et ça a duré près de 50 ans. Tout commence en 568 avec le meurtre d'une reine, et à partir de là, c'est l'escalade. Un roi est assassiné en 575, puis un autre, qui n'est autre que le père de Clotaire, en 584. Chaque mort appelait une vengeance, qui elle-même entraînait un autre meurtre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au cœur de cette guerre politique, il y avait surtout une haine personnelle, une rivalité absolument féroce entre deux femmes de pouvoir. D'un côté, Frédégonde, la mère de Clotaire, et de l'autre, sa pire ennemie, la reine Bruno. Et c'est là, au milieu de tout ce chaos, de cette violence permanente, qu'une figure improbable va réussir à tirer son épingle du jeu. Un survivant, un vrai, Clotaire II. Il faut imaginer la scène. Clotaire II a à peine 4 mois quand son père est assassiné. Le voilà roi, mais c'est un bébé. Il n'a aucun pouvoir, évidemment. Sa survie ne tient qu'à un fil. Et ce fil, c'est sa mère, la redoutable reine Frédégonde. Ces premières années, c'est simple, c'est la survie, rien d'autre. Tant que sa mère est là, ça tient. Mais après sa mort, c'est la déroute. Ses cousins, poussés par Brunette, lui tombent dessus. Il est vaincu encore et encore, à tel point que son royaume se réduit à un confetti, à peine 12 comtés. À ce moment-là, ce n'est plus un roi, c'est un pion. Mais après des décennies à subir, à survivre dans son coin, la roue tourne. Et elle tourne de façon spectaculaire. En 613, une occasion en or se présente à lui. L'heure de la revanche a enfin sonné. Alors, comment ça arrive? Eh bien, le coup de théâtre vient de l'intérieur. L'aristocratie en a tout simplement marre de la vieille reine Bruno, alors ils la trahissent et contactent Clotaire en secret en lui disant « Viens, le champ est libre ». Clotaire, bien sûr, ne se fait pas prier, il fonce, il capture sa vieille ennemie et il peut enfin préparer sa vengeance. Et cette vengeance, elle est d'une cruauté qui dépasse l'imagination. On parle de Brunote, une reine de 70 ans à l'époque. Elle est torturée pendant 3 jours, puis son supplice final, elle est attachée à un cheval sauvage qui la met en pièces. C'est d'une barbarie absolue. Le résultat est immédiat. Avec cet acte d'une sauvagerie extrême, c'est la fin. La guerre civile de 45 ans s'arrête net. D'un seul coup, Clotaire se retrouve seul maître à bord. Il devient le roi de tous les Francs, le premier depuis son grand-père plus de 50 ans auparavant. Sauf que cette victoire totale a un coût caché mais extrêmement élevé. Pour asseoir son nouveau pouvoir, Clotaire est obligé de passer un accord, un pacte qui va complètement redessiner l'avenir du royaume. Pour remercier et surtout pour s'assurer de la loyauté des nobles qui l'ont aidé, Clotaire fait un geste politique majeur. 1 an à peine après sa victoire, il promulgue ce qu'on appelle l'édit de Paris. Et cet édit, en réalité, c'est un grand marchandage. D'un côté, Clotaire obtient ce qu'il veut, la paix, un royaume unifié. En retour, l'aristocratie gagne une autonomie régionale immense. Et le grand perdant dans l'histoire, c'est qui? C'est le pouvoir central du roi. Et dans cet accord, il y a des clauses qui vont avoir des conséquences énormes. Par exemple, les hauts fonctionnaires doivent maintenant être choisis localement. Mais le point le plus important, celui qui va vraiment tout changer, c'est que la charge de maire du palais devient une nomination à vie. Et c'est là qu'on arrive au cœur du paradoxe. La paix que Clotaire a achetée, eh bien, elle a coûté une fortune. Sauf que la facture, ce n'est pas lui qui l'a payée, ce sont ses descendants. Revenons justement sur cette fonction, le maire du palais. Au départ, le majordomus, c'est juste le chef de la maison du roi, une sorte d'intendant. Mais avec la réforme de Clotaire, ce poste va prendre une importance capitale et devenir le vrai centre du pouvoir. Parce qu'en rendant ce poste à vie, Clotaire a créé un monstre sans s'en rendre compte. Il a permis la naissance d'une dynastie parallèle, une dynastie de l'ombre. Petit à petit, le pouvoir de ces maires du palais va grandir, jusqu'à devenir plus important que celui du roi lui-même. Ces maires du palais, ce sont eux les vrais patrons. Ils deviennent des faiseurs de rois, des marionnettistes, qui tirent toutes les ficelles.
Et forcément, à un moment, leurs descendants, les Carolingiens, ça vous dit sûrement quelque chose, vont se dire « Pourquoi s'embêter avec une marionnette ?» Ils vont simplement prendre la couronne pour eux-mêmes et mettre un point final à la dynastie de Clotaire. Alors au final, comment juger Clotaire II? Était-ce un politicien de génie qui a réussi à ramener la paix après 50 ans de guerre coûte que coûte? Ou alors un roi qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, quelqu'un qui a sacrifié l'avenir de toute sa lignée juste pour avoir la tranquillité de son vivant? La question reste ouverte.